J'ai découpé ce chapitre en deux parties et pour commencer, je vais vous parler de la Terre, de Mars et du système solaire en général. Voici tout d'abord le schéma des planètes du système solaire. Les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont considérées comme planètes telluriques car constituées de roches. Les planètes suivantes sont les planètes gazeuses. L'étoile, le Soleil, attention à ne pas confondre, n'est pas une planète. C'est cette étoile qui nous permet d'avoir la lumière qui est reçue par les différentes planètes. La distance à connaître entre le Soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres. La distance à connaître aussi entre le Soleil et Mars est d'environ 228 millions de kilomètres. Toutes les autres distances ne sont pas à connaître. Une petite phrase comme moyen mémotechnique pour retenir l'ordre des planètes. Attention, il faut le savoir bien dans l'ordre et l'orthographe correcte également. Dans le système solaire, il n'y a pas que ces planètes. On trouve également des astéroïdes, des comètes, des satellites naturels comme la Lune, qui est le satellite de la Terre, et des planètes naines comme Pluton. Attention, on ne peut pas dire que Pluton n'est plus une planète ou ne fait plus partie du système solaire, c'est une planète naine. Ensuite, pour déterminer la zone d'habitabilité, c'est-à-dire la zone dans laquelle la vie est possible. Attention, la vie ne veut pas dire forcément un être vivant type humain. Ça peut être une bactérie, un virus, des champignons, etc. Donc on a étudié ce diagramme qui représente l'évolution température-pression au niveau de chaque planète. Et on peut voir clairement que sur Mercure, par exemple, l'eau, comme sur Vénus, n'est disponible qu'à l'état gazeuse. Attention, l'état gazeux de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, comme l'eau qui s'en va de ta casserole quand tu fais chauffer les pâtes, par exemple. Pour la Terre, l'eau est présente à l'état solide, liquide et aussi gazeux, donc les 3 états. Et pour Mars, elle n'est présente qu'à l'état solide, un peu gazeux, et on voit qu'elle est à la limite quand même de l'état liquide. On peut donc dire que la Terre est habitable, car il y a de l'eau à l'état liquide, attention, il faut préciser l'état, ça ne suffit pas de dire qu'il y a de l'eau. Elle possède une atmosphère, cette atmosphère c'est l'ensemble des gaz qui est au-dessus de nos têtes, qui est riche en dioxygène, qui va nous permettre à nous de respirer notamment, mais aussi d'avoir une température moyenne. L'atmosphère va capturer, on va dire, tous les rayons UV pour emmagasiner de la chaleur, mais aussi en rejeter. Donc ça fait une température moyenne à la fin. Mars, quant à elle, c'est à la limite de cette zone. L'eau y existe sous forme solide et gazeuse, on a vu un tout petit peu liquide. Quelques traces d'eau liquide ont été retrouvées, mais des recherches sont toujours en cours pour vérifier si la vie a été ou est possible. Au niveau des traces d'activité, maintenant on est plus sur de l'activité géologique de la planète, il existe 2 types d'activités. L'activité interne, comme son nom l'indique, elle se déroule, elle a pour origine l'intérieur de la Terre, donc sous nos pieds. Contrairement à l'activité externe, qui est originaire de l'atmosphère, par exemple, de l'extérieur, au-dessus de nous. Donc on a pu remarquer ici, c'était le principal volcan, cratère sur Mars, et donc il est à l'origine de volcans, et c'est une activité donc interne de cette planète. Si on regarde ensuite le Grand Canyon de... Si on regarde ensuite le Grand Canyon, lui, 2 grandes ici... Si on regarde le Grand Canyon, de chaque côté, de grandes étendues de roches avec au milieu une rivière qui a creusé dans cette roche. Donc tout ça est à cause de l'eau qui a creusé la roche. C'est une origine externe, ça ne dépend pas de l'intérieur de la Terre. Ensuite ici, j'ai un volcan à Hawaï. Le magma provient évidemment de l'intérieur de la Terre, c'est une activité interne. Et les traces encore ici d'érosion sur Mars prouvent l'activité externe de cette planète. Donc Mars et la Terre sont soumises à des aléas tectoniques qui prouvent une activité interne qui est actuelle ou alors qui a été passée, comme le volcanisme, mais aussi soumis à des aléas climatiques qui vont prouver une activité externe, comme l'érosion, l'eau qui va creuser les différents paysages. Donc justement, quand on parle d'érosion, il faut connaître les principaux mots de lexique vus dans la leçon. Pour commencer, pour les 3 propriétés de cohérence ou de solidité, on va distinguer les roches cohérentes, des roches friables et des roches meubles. La roche cohérente, comme ici, quand j'essaie de la casser avec ma main, je n'y arrive pas, elle est très solide, on dit qu'elle est cohérente. Pour la deuxième roche, si je force avec ma main, j'arrive à casser des petits bouts, elle est donc friable. Quant à cette roche-là, elle est formée de grains séparés, quand je la prends dans ma main, on voit que les petits grains coulent entre mes doigts. Ça, c'était les 3 propriétés de cohérence à ne pas confondre avec les 2 propriétés de perméabilité.
La perméabilité, c'est-à-dire l'action que va avoir la roche par rapport à l'eau, son comportement par rapport à l'eau. Premier exemple, la roche est imperméable. Je verse de l'eau dessus, donc sur de l'argile, l'eau reste au-dessus, ne traverse pas la roche. C'est comme ton manteau quand tu le mets quand il pleut, l'eau ne traverse pas ton manteau, donc il est imperméable comme l'argile. Deuxième type de roche imperméable, je pose du calcaire, je le fais tenir avec un peu de pâte à modeler dans mon entonnoir pour pas qu'il tombe, je verse de l'eau dessus. Évidemment, l'eau va couler parce que il y a des petits trous sur le côté, mais n'emporte pas de roche avec elle. Donc cette roche est également imperméable, elle ne laisse pas passer l'eau à travers elle. Elle coule comme sur les manches de ton imperméable. Enfin, la roche perméable, si je prends le sable par exemple, je le mets dans un papier filtre pour ne pas qu'il tombe dans le récipient en dessous, je verse l'eau et là je m'aperçois que l'eau va passer à travers mais va emporter des petits éléments avec elle, des petits grains de sable, il va y avoir une forme de boue. Donc là c'est perméable, c'est comme si tu mets un t-shirt et qu'il pleut, l'eau passe à travers les mailles de ton t-shirt et tu ressens la pluie sur ta peau. Pour finir, les mouvements des planètes. Donc, le système solaire est un modèle héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil, donc ça veut dire que le Soleil est au centre. Et l'ensemble des planètes va tourner autour du Soleil. Attention, c'est pas le Soleil qui tourne autour des planètes, c'est les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, si on s'intéresse à la Terre, on a l'habitude de représenter la Terre avec l'équateur qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud et on voit tout le temps ce schéma-là. En fait, ce schéma devrait être un petit peu modifié parce que la Terre a un axe de rotation qui est légèrement incliné par rapport à la verticale. Et ça va avoir des conséquences sur les différentes saisons et sur l'éclairement du soleil qui va être reçu à la surface de la Terre. Cette Terre, elle va tourner, donc elle est en rotation autour du soleil. Et cette rotation autour du Soleil s'appelle une révolution. La révolution se fait en une année, 365 jours. Elle provoque l'alternance des saisons. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, la Terre tourne sur elle-même, un tour en 24 heures, c'est ce qu'on appelle la rotation. Elle provoque l'alternance des jours et des nuits. Alors justement, si on s'intéresse aux saisons, on voit ici les 4 positions de la Terre. On voit bien l'axe de rotation incliné. Si je m'intéresse à l'été, le Soleil envoie de la lumière et de la chaleur sur cette partie-là, à ce moment-là, de la Terre. En août, par exemple, l'hémisphère nord, donc situé ici, est beaucoup plus proche du Soleil que l'hémisphère sud qui est situé ici. Donc le Soleil, quand il envoie ses rayons, les rayons du Soleil ici vont être beaucoup plus concentrés, donc ça va beaucoup plus chauffer. Donc c'est l'été, il fait très chaud. Alors qu'ici, les rayons du Soleil vont s'éparpiller sur plus de surface. Comme avec une même quantité de chaleur, j'éclaire plus de surface, il fait moins chaud. C'est pour ça que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On va retrouver le phénomène inverse en hiver ici. Le soleil éclaire toujours la Terre de la même façon, mais comme l'axe de rotation est incliné, les deux hémisphères ne sont pas à égale distance du soleil. Ici, c'est l'hémisphère nord qui est beaucoup plus éloigné que l'hémisphère sud. C'est donc l'été dans l'hémisphère sud et l'hiver dans l'hémisphère nord. Évidemment, c'est le même principe pour les saisons intermédiaires. Je te laisse ensuite la carte mentale si tu veux réviser de façon un peu plus précise.